Bienvenue dans l'Africa Newsroom, une toute nouvelle version pour être au plus près de l'actualité africaine. Et au sommaire de cette émission d'aujourd'hui, la réunion qui s'ouvre ce lundi en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, donc ce lundi à New York, une réunion consacrée au G5 Sahel. Autre actualité, le pourparlers entre les groupes armés au Mali. Nous parlerons économie également avec le Nigeria qui se lance dans la finance islamique. Et dans la toute dernière partie de cette émission, nous nous intéresserons aux antiquaires libyens en première ligne pour préserver un patrimoine culturel en danger. Et pour nous accompagner dans cette émission, je reçois sur ce plateau Alseni Thiam, écrivain et économiste de la Guinée. Bienvenue. Merci. Sur ce plateau également, Djemal Taleb, notre éditorialiste. Bienvenue. Merci et heureux de retrouver nos téléspectateurs après cette pause estivale. Et on commence donc avec l'actualité politique. Alors en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, une réunion spécifique se tient donc ce lundi à New York sur le G5 Sahel. Les chefs d'État du Mali, de la Mauritanie, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad sont présents aux côtés notamment du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Cette réunion vise à inciter la communauté internationale à soutenir la force antiterroriste conjointe du G5 Sahel, une force qui attend toujours un financement afin d'être lancée. Monsieur Thiam, il faut près de 500 millions de dollars pour le lancement de cette force du G5. On voit que les États qui sont notamment le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso font appel à l'ONU, mais aussi aux pays européens. Est-ce que cette force ne risque pas de perdre son caractère régional avec cette aide qui est recherchée un peu de partout? Oui, je pense que en fait, le financement de l'aide, d'où il pose une question, c'est celle de la légitimité. Et je pense qu'aujourd'hui, les pays africains doivent essayer de trouver des fonds, notamment je pense à l'Union africaine qui essayerait de trouver des fonds de financement pour essayer de permettre à ces armées d'être d'une certaine manière indépendantes. Ce que je veux dire par là, c'est que si ces États reçoivent des financements par des instances onusiennes, est-ce que l'indépendance de ces armées ne serait pas remise en cause? Donc, Djemal, le G5 Sahel n'est pas... Est-ce qu'il n'est pas en train de mettre en péril sa souveraineté quant à la direction de cette force? Non, je ne le pense absolument pas. Il faut toujours se souvenir que le G5 Sahel est une émanation des 5 pays. Et là, pour le coup, il faut rendre aux Mauritaniens un peu leur droit qui est le leur, parce que le président mauritanien, Mohamed Abdelaziz, a un rôle central et fondamental dans sa création au départ. Et il faut se souvenir que les pays, pas que les 5 pays du G5, les 7 pays de la région font face à une menace à peu près commune. Ils se sont regroupés dans le processus de Tamanrasset. Les chefs d'état-major des armées se sont réunis aussi dans un processus plus large. Mais tout cela ne correspondait pas à la réponse qu'ils souhaitaient pour l'approprier, la calibrer à la région. D'où les 5 pays, et ce n'est pas choisi par hasard. Le Tchad, le Niger, le Burkina, le Mali, la Mauritanie, ce sont les pays qui font le mur en fait. Et donc si ce mur-là cède, tout cède derrière. En réalité, on peut toujours regarder ce qui se passe à Boko Haram. Si une fusion devait se faire entre Boko Haram et le terrorisme du nord du Sahel, on serait dans une situation catastrophique. D'où la prise de conscience et la nécessité prise par les 5 dirigeants, les 5 chefs d'État de ces pays-là qui comprennent la dimension et la gravité de la menace. La question c'est... Ils vont mutualiser les moyens, ils ont pour ambition de créer une armée commune dont les problèmes sont à peu près les mêmes, les problèmes de développement sont les mêmes, les problèmes de croissance économique sont les mêmes, mais aussi la géographie, l'histoire et la dimension démographique est la même. Donc, ils font face à peu près aux mêmes problèmes. Et donc, ces pays-là se sont regroupés pour créer ces G5 Sahel. On se souvient toujours de l'applaudissement, mais alors de tonnerre qui a été fait par l'Union européenne. Mais tout ça a donné des moyens assez faibles. Alors je veux bien que le président Macron aujourd'hui les a réunis il n'y a pas longtemps à Bamako, il les a réunis aujourd'hui. Enfin, c'est bien de faire de la communication, ce dont M. Macron est absolument spécialiste. Mais quand vous devez mettre la main à la poche, ils ne sont pas beaucoup là. D'ailleurs, l'Union européenne n'est pas davantage ici. Alors vous me direz, si on leur donne de l'argent, ils vont perdre leur crédibilité. Non, ils ne la perdront pas. Si on leur donne de l'argent, ils vont avoir les moyens pour travailler bien, au contraire. La crédibilité, ils l'auront toujours parce que l'armée est la leur, le terrain est le leur, la connaissance du terrain est le leur. Regardez l'attentat qui vient d'avoir lieu au Burkina Faso. Si on avait
pas seulement une coopération en termes de renseignement, mais une coopération militaire active avec des moyens sérieux. Et je prends l'exemple juste d'un pays que je connais le moins mal, la Mauritanie. C'est probablement le pays qui a la population la moins importante de la région, mais qui a un territoire très important. Et depuis une dizaine d'années, les Mauritaniens n'ont pas eu un seul attentat. Pas parce qu'ils sont plus intelligents que les autres, ni plus forts, mais parce qu'il y a peu de moyens qu'ils ont. Parce que d'abord, ils ont la chance qu'il n'y ait pas le Mali. C'est qu'il n'y a pas de guerre civile. Le Mali, on aime toujours frapper le Mali et taper sur le Mali. Mais ce qui distingue le Mali, c'est que le Mali, avec une guerre civile atroce, et il a vécu la rébellion du Nord, qu'il a fragilisé, qu'il a mis dans une situation absolument détestable. Et il faut rapidement souhaiter que les Maliens, je pense que c'est un sujet qu'on abordera tout à l'heure, sortent de cette situation. Donc la Mauritanie n'avait pas ce problème. Les gouvernements mauritaniens ont mis en place un mécanisme de lutte contre le terrorisme qui prend trois dimensions. Une dimension intellectuelle, il faut expliquer à chaque fois aux enfants que l'islam c'est pas ça, que la religion c'est pas ça, et que pour faire la guerre, c'est pas de cette façon-là qu'il faut la faire, parce qu'en fait, elle n'a ni rien de sain, ni rien de guerre, ni rien d'armée. La deuxième dimension importante, c'est la dimension chômage et situation économique. C'est-à-dire que si des enfants quittent leurs parents, leur famille, leur milieu, pour aller se faire exploser, pour obéir à je ne sais quelle chauve-souris qui se cache dans une grotte, c'est qu'il y a un problème. Et donc il faut régler ce problème. Troisièmement, parce que c'est un problème immédiat, c'est donc faire face à la menace immédiate. Ça veut dire quoi? Stopper le danger, éventuellement le repousser, et si on peut davantage, aller le chercher dans la source. Il faut le faire. Mais la source, à mon avis, pas à mon avis, ce qui a été fait jusqu'ici, elle est multiple. Et donc il faut que cette manière de faire soit exportée dans tous les G5 Sahel et que les G5 Sahel prennent pour lui ces dimensions, ce que font d'ailleurs les Tchadiens très bien. Ce ne sont pas des armées faibles. L'armée du Niger est une armée absolument respectable, l'armée du Tchad est une armée guerrière vaillante. Les deux autres pays ont de grandes armées, sauf qu'ils ont des difficultés. Le Burkina Faso vit une situation post-révolutionnaire sérieuse qui l'a handicapé, et le Mali avec une guerre civile grave. Mais si vous armez les 5 pays qui sont encore une fois le mur de protection de la zone, je n'ai aucun doute que vous aurez le résultat à la hauteur. Mais il faut leur donner les moyens. Alors justement, sur ce point, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. On va tout de suite écouter, pardonnez-moi, l'analyse justement d'Étienne Fakaba qui nous parle de cette question du financement. Écoutez. Moi, je crois qu'il y a deux choses d'abord à savoir. C'est que la question du financement, tant qu'elle n'est pas traitée véritablement par les Africains eux-mêmes, par les pays du G5 Sahel eux-mêmes, on n'ira nulle part. Parce qu'aujourd'hui, c'est la France, l'Union européenne qui continue à financer les opérations sur le terrain et même les opérations logistiques également du G5 Sahel. Quelque chose qui ne peut pas continuer parce que les décisions importantes qui doivent être prises sont toujours également sous l'égide de ceux-là qui financent le G5 Sahel. Deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, mettre cette discussion au centre d'une assemblée générale de l'ONU, je ne vois pas trop l'importance dans la mesure où on a déjà une mission de l'ONU sur place qui, depuis 2012, peine à produire les résultats qu'on attend d'elle, à savoir la MINUSMA, depuis un certain nombre d'années. Donc aujourd'hui, je crois sincèrement que la question du G5 Sahel de façon globale et particulièrement la question de son financement ne sont pas aujourd'hui des questions de priorité, parce que nous avons Barkhane sur place, nous avons la MINUSMA sur place, et ces deux organismes qui se sont engagés dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte contre l'insécurité au Mali et dans le Sahel, ne produisent pas les résultats escomptés. Quel que soit l'argent récolté, on n'ira nulle part tant que le dispositif sécuritaire mis en place dans nos pays n'évolue pas. Tant que nos armées n'ont pas les formations requises pour faire face aux enjeux sécuritaires de nos pays, nous n'allons pas bouger également. Il y a toutes ces questions à l'interne des différents pays du G5 Sahel qu'il faut régler avant même de parler de l'opportunité du G5 Sahel. Alsen Itiam, que pensez-vous de l'analyse d'Étienne Fakaba qui dit qu'il faut avant tout revoir le dispositif sécuritaire avant de parler des questions de financement ou autre? Oui, moi je pense qu'avant d'avoir un dispositif sécuritaire, il faut avant tout parler des questions de financement parce que c'est ce qui va permettre de mettre en place les différentes politiques qu'on doit mettre en place. Mais aussi je pense que la question du financement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une question où il faut vraiment intégrer la question d'indépendance et la question de légitimité. Et je pense que si aujourd'hui les États africains reçoivent des fonds des pays européens, des pays occidentaux, ils vont d'une certaine manière nous dicter la politique à mettre en place et d'une certaine manière il y aura de l'ingérence, quelle que soit
Et par ailleurs, on se dit 500 millions de dollars, près de 500 millions de dollars. C'est ce qu'il faut mobiliser aujourd'hui pour cette force. On se dit que c'est quand même assez dérisoire compte tenu de ce que produit aujourd'hui l'Afrique. Pourquoi l'Afrique ne parvient pas à mobiliser cette somme à elle toute seule? Alors, vous parlez d'Afrique en général. Voilà, le continent. Mais oui, moi, je peux parler des G5. Si l'Afrique, malheureusement, de façon générale, était unie, elle était capable de disponibiliser, elle ne serait pas le continent où il y a 23% de pénétration d'électricité, elle ne serait pas le continent où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de route. Mais enfin, le problème est beaucoup plus global et on n'est pas capable de le régler ici en 2 minutes. Je préfère, à mon niveau très modeste, faire à peu près ce que je connais le moins mal. Et donc, me concentrer sur ce que l'Afrique est capable de faire dans les G5 Sahel. Il ne faut pas blâmer les gens des G5 Sahel qui font un travail remarquable. D'abord, ils ont une belle administration dirigée par des gens sérieux et compétents que je connais. La deuxième chose, c'est que la générosité des pays occidentaux, elle est très discutable parce que tous ceux qui ont appelé les G5 Sahel de leur vœu n'y mettent pas beaucoup d'argent et ça n'est pas vrai. Ceux qui parlent le plus ne sont pas forcément ceux qui en font le plus. Probablement même parfois ils en font le moins. La troisième chose, c'est que vous demandez à des pays qui ne sont pas très riches. Moi je prends le mien qui n'est pas un pays très riche. Vous allez lui demander de disponibiliser un argent colossal pour lutter contre le terrorisme. Il n'a pas le choix, il le fait déjà. Deuxièmement, vous lui demandez des efforts supplémentaires, il n'en a pas les moyens. Troisième chose, c'est que vous avez un pays comme le Mali qui fait face à une guerre civile, à une situation économique catastrophique. Et regardez-vous, le Mali le plus pauvre n'est pas forcément le Mali du Nord, c'est aussi l'autre Mali de l'Est, c'est aussi le Mali du Sud. Et donc le Mali est pauvre de façon générale. Vous allez demander aux autorités maliennes de disponibiliser un argent qu'ils ne possèdent pas toujours pour le mettre dans des efforts de guerre. Et pourtant, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de le faire. Et ils le font. Mais ils le font avec les maigres moyens qu'ils ont. 10 millions pour parce que la difficulté est celle-là. Ils vont faire évidemment qu'ils ont besoin d'aide. Mais cher monsieur, non, ils ne perdent aucune indépendance. Pardon, d'abord, j'ai déjà assez perdu l'indépendance, ne rigolons pas beaucoup. Non, mais c'est la vérité. La deuxième chose, c'est que pour peu que l'indépendance ne soit pas à ce point chatouillée, pour peu que l'indépendance économique, je sais très bien, mais moi j'aimerais bien que cet argent-là et de la coopération viennent le plus vite possible pour que nos armées soient équipées, pour que nos armées soient capables de faire face à une chose très dangereuse. Pour répondre à votre intervenant tout à l'heure, et il se contredit très largement, et ici de Barkhane. Enfin, Barkhane est une opération française étrangère. Vous ne pouvez pas demander aux Africains de se prendre en charge et vous leur dites c'est pas la peine, il y a Barkhane déjà. Non. Le G5 en plus, cette force devait normalement, in fine, peut-être prendre le pas un petit peu sur mais c'est évident. Sur Barkhane et sur la MINUSMA la aussi. vocation du G5 Sahel, c'est de mettre en place un mécanisme d'abord de coopération, d'échange de renseignements. Ce qui se faisait déjà sur Tamanrasset, mais il va se faire à une échelle différente et à un niveau d'État semblable. La deuxième chose, c'est de mettre en place une vraie force opérationnelle, donc d'expédition, celle qui est capable de faire face à la menace et de la calibrer aux dangers qu'ils ressentent. Parce que ce sont des pays, encore une fois, qui sont en première ligne et qui ont des problèmes de sécurité semblables. La troisième chose qui est importante, c'est de mettre en place, un petit mécanisme de développement. Parce que si vous mettez tout ça et que vous régliez juste le problème d'urgence, à long terme, vous n'allez pas pour autant régler le problème. Il faut régler le problème de façon intellectuelle, il faut expliquer en quoi le djihad, le pseudo-djihad qui fait par des gens-là n'est ni djihad, ni rien du tout. Deuxièmement, il faut leur donner un peu de travail, un peu d'avenir et un peu de conditions économiques. Si vous ne faites pas ça et vous vous contentez seulement du niveau militaire, vous perdrez. Et je pense que donc le G5 Sahel... tout un accompagnement à la fois pédagogique. Le G5 Sahel le fait d'ailleurs très bien et son secrétaire permanent, qui est un homme respectable, M. Najim, et son adjoint, M. Znaghi, font un travail remarquable. Enfin, ils n'ont pas de moyens. Vous allez leur demander de faire beaucoup de choses, vous leur donnez peu de moyens. Donnez-leur un peu de moyens et ils y arriveront. Regardez, le G5 Sahel existe depuis combien? 2013. Si vous lui donnez aujourd'hui, regardez le parcours. On est en train de parler que de ça depuis quelque temps. Parce qu'on a compris combien ce mécanisme de coopération est utile. Et il est utile pour la zone, et je veux dire, il est utile pour le développement international. Mais ne perdons pas de vue une chose fondamentale. C'est que si vous voulez régler le problème, réglez aussi le problème de la Libye. Alors justement, on va continuer avec cette question quand même du financement. Les États-Unis et la Grande-Bretagne se sont montrés jusqu'ici quelque peu réfractaires quant à l'affectation de fonds de l'ONU à cette force. En quoi cette séquence, on va dire, diplomatico-économique peut faire bouger les lignes? Alors, si vous... Je ne sais pas si je m'adresse à... Allez-y. Non, j'ai beaucoup parlé, allez-y. Allez-y, monsieur Thiam. Moi, je pense que les États-Unis et Londres, vous dites qu'ils ont refusé de ça, le financement. C'était pas un refus catégorique, mais ils étaient quand même assez réfractaires, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ouais, après, moi, je voulais encore peut-être me dire, mais je campe encore sur ma position. Je pense qu'aujourd'hui, l'Union africaine a la possibilité, comme vous l'avez dit, avec l'économie, avec des moyens. La possibilité, mais pas les moyens. Ouais, peut-être les moyens, la possibilité. Elle est elle-même financée par l'Union européenne. Ouais, mais en fait, il y a des moyens. Non, je pense qu'il y a des moyens de trouver d'autres sortes de financement et que les États, surtout les États riches, je pense à des États. Ça, c'est pour demain. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Acceptent de financer. Je pense
pense ça c'est pour demain. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? Déjà, mais là, maintenant, là, ils sont là. Le danger est là. Le danger est là, mais le danger, il date de 2011, il date déjà depuis 2011, depuis la crise du... Monsieur Thiam, je vous jure, comme vous, je suis très soucieux de l'indépendance du continent africain. Je suis très soucieux de la souveraineté nationale et c'est très important pour moi. Enfin, d'abord, il ne s'agit pas tellement de gréver la souveraineté, ça n'est pas vrai. Il s'agit de donner un peu de moyens pour un peu plus de souveraineté. Quand vous armez le G5 Sahel, vous donnez des moyens, des outils aux États d'avoir plus de souveraineté. Si vous voulez tellement de souveraineté, allez vers les zones des armées étrangères, allez vers le franc CFA, des choses comme ça. Pour le moment, mon souci, c'est que ma souveraineté ne soit pas grévée par des grandes armées dangereuses qui tuent, qui pillent et qui volent. Et donc, ce dont j'ai besoin, moi, c'est que dans les frontières des pays du G5 Sahel, mais au-delà, que nous ayons un peu de souveraineté et que l'État s'étende là où il faut. Ce que je veux, moi, au Mali, c'est que les Maliens aient un État qui s'étende un peu au nord et que sa souveraineté soit respectée. Et ça, pour le faire, demain, évidemment, inventer des mécanismes de coopération et de financement nécessaires, mais aujourd'hui, l'urgence est que vous devez faire appel à ce problème-là. Pour revenir à votre question, c'est les États-Unis. Moi, j'aime bien les États-Unis. Enfin, c'est quand même à eux qu'on doit tout ça. Si on n'avait pas la guerre d'Irak, on ne serait pas dans la situation où on est. Si on n'avait pas leur politique absolument désastreuse et chaotique sur la Syrie, on n'en serait pas là où on est. Vous savez, les Occidentaux aiment bien nous donner des leçons, mais le chaos libyen, c'est eux qui l'ont inventé et personne d'autre ne l'a inventé. Et donc, on parlait évidemment des bandes armées, évidemment que le GSPC algérien existait et que c'est lui qui nous a donné Al-Qaïda au Maghreb, mais c'était un groupuscule de quelques chauves-souris, je ne sais où. Aujourd'hui, il s'agit d'une armée beaucoup plus importante, beaucoup plus forte, qui a été renforcée par la guerre en Libye. Or, la guerre en Libye, ce n'est pas nous qui l'avons créée, ce ne sont pas les pays du G5 Sahel qui l'ont créée, ils l'ont subi. C'est la politique désastreuse de quelques puissances occidentales qui ne sont même pas capables et qui n'ont même pas été capables par la suite de régler le problème. Et donc, cette situation-là, nous nous en héritons. C'est bien gentil de nous dire régler le problème, enfin, c'est nous qui le subissons. Et donc, pour le subir, nous vous demandons des choses qui sont probablement compliquées, mais enfin, ce n'est pas très difficile, 500 millions. On a donné 23 milliards à la Grèce en une journée. On lui a donné 280 milliards en quelques semaines. C'est vrai que c'était pour rembourser ces mécanismes bancaires occidentaux. Mais bon, il faut quand même donner un petit effort et donner 500 millions de dollars à 5 pays qui, sont le mur de protection de toute la zone africaine pour que demain l'Afrique ne subisse pas une situation chaotique comme la Syrie le vit aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, une rencontre peut être celle de la dernière chance pour instaurer une paix durable au Mali. Les groupes armés maliens se concertent à Bamako, des groupes qui sont en août parvenus à un cessez-le-feu, une trêve qu'il faut désormais consolider. C'est un reportage signé de Mokhtar Bari. Après les affrontements meurtriers de juin et de juillet dernier, les groupes armés avaient été pointés du doigt par plusieurs observateurs sur les violations des droits de l'homme. C'est fort de cela qu'ils avaient signé une trêve qui mettait fin aux hostilités récurrentes. Reconduite le 6 septembre dernier, les groupes armés ont de leur propre chef initié des pourparlers qui devront aboutir d'ici au 20 septembre à une sortie de crise durable. La médiation et les membres du gouvernement saluent cette initiative. Personne ne vous a démarché. Vous avez décidé qu'il est temps d'arrêter. Et de vous poser la question, finalement, tout ça, c'est pourquoi? Pourquoi? Vous avez des populations derrière vous. Si vous nous dites qu'on prend les armes pour défendre les intérêts des populations, mais allez-y aujourd'hui demander les populations, les veuves et les orphelins. Allez-y sécher les larmes et le sang. Ça suffit. Nous avons beaucoup patienté, mais nous ne sommes pas encore résignés pour dire que la paix n'est pas l'objectif ou n'est pas proche. Je crois que tout est possible. Ce que les hommes ont défait, ils peuvent le refaire. Ces initiatives, si elles sont à encourager, tombent à un moment où les Nations Unies menacent de sanctionner les responsables des entraves à la paix. Les attaques récurrentes et la prolifération des groupes terroristes inquiètent les dirigeants de la sous-région. La CEDEAO organisera une rencontre le 12 octobre dans ce sens. Parce que toutes les initiatives seront bonnes pour combattre le terrorisme. Et donc tout ce qu'on peut faire à notre pouvoir, nous allons le faire. J'ai même demandé un rendez-vous et j'ai obtenu ce rendez-vous avec le secrétaire général des Nations Unies. Et nous irons présenter notre situation, parce que la situation du Mali à Kidal, ce n'est pas pour le Mali seul, c'est toute notre sous-région qui va être déstabilisée si on ne prend aucune mesure. C'est pour parler des groupes armés devront à terme favoriser la cohabitation entre les communautés du nord du pays, mais surtout le retour de l'administration et l'installation du MOC, le mécanisme opérationnel conjoint.
Arsène Thiam, on sait que l'accord de paix d'Alger rencontre de grandes difficultés quant à sa mise en application. Faut-il voir dans ces pourparlers un nouvel espoir peut-être pour l'application de cet accord signé déjà il y a plus de 2 ans? Moi, je pense qu'aujourd'hui, les pourparlers, c'est une bonne chose pour ces États. Je voudrais revenir notamment à la crise en 2011, à la crise libyenne en 2011, où il y a eu beaucoup de terroristes du Nord qui ont été armés par des milices et il y a eu un financement de la rébellion, et beaucoup de ces gens du Nord ont émigré vers la zone du Mali. Et moi, dans mon livre « L'arme d'Afrique », j'essaye de prendre un peu la panoplie de ces différents groupes terroristes. Je pense notamment à des groupes terroristes pour l'indépendance du Nord Mali et différents groupes terroristes. J'essayais un peu de prendre une photographie de ces différents groupes et d'essayer de voir une certaine idéologie à ces groupes terroristes. Et moi, ce que je voyais aujourd'hui, c'est qu'il y avait certains groupes qui étaient bien sûr, qui avaient une certaine volonté, l'indépendance du Nord du Mali, et d'autres qui étaient plutôt là pour mettre le djihad. Mais d'une certaine manière, il y avait tous ces groupes qui étaient là. On n'avait pas une certaine visibilité par rapport à vraiment les raisons du terrorisme au Nord Mali. Et je pense qu'aujourd'hui, l'accord doit être mis en place, et je pense que c'est un espoir pour aujourd'hui, pour parler, pour que ce soit bien mis en place après. Djemal, quels sont aujourd'hui les points de crispation qui bloquent un petit peu le processus de paix au Mali? Il y en a eu plusieurs. La première, c'est qu'on n'a pas tellement négocié le statut des villes. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas réglé le problème de cohabitation. Et surtout, on n'a pas fait comprendre complètement et définitivement aux bandes armées que l'État malien est souverain et que l'État malien doit s'étendre sur toute la souveraineté du territoire malien. Et ce sont des points d'échappement qui ont eu... Enfin, vous comprenez bien, si on sort d'une guerre civile et qu'on est un groupuscule armé, notre puissance, c'est notre fusil. Si on se débarrasse de son armement, on n'a plus de puissance, on devient un citoyen comme un autre. Or, la difficulté pour toutes ces bandes armées, c'est de se débarrasser de tout cela. Moi, je ne fais pas la confusion entre les uns et les autres, et je suis obligé de les distinguer. Le MNLA, dont je ne partage pas toujours le combat, et je ne comprends absolument pas que le nord du Mali ou le Mali soit dépecé de la partie nord, donc 60% de son territoire, ça n'a juste aucun sens. Quand bien même il y aurait une homogénéité dans le nord du Mali, ce qui n'est évidemment pas le cas, c'est que si vous enlevez les Touaregs, vous oubliez les Songhai, les Peuls, les Maures et tous les autres, et donc c'est compliqué. Moi, je préfère que le Mali soit un et indivisible. Mais je ne peux pas faire le lien entre le MNLA et Ansar-Dine, qui, eux, se sont confondus avec le terrorisme et ils sont devenus une bande terroriste. Ça n'est pas lié. Le MNLA, lui, n'est pas devenu une organisation terroriste. Je sais bien qu'à Bamako, parfois, on a envie de dire ça, mais enfin, ce n'est pas le cas. Ansar-Dine, eux, sont une bande venue d'une mort, une milice qui obéit à une personne et qui est une bande terroriste. Mais enfin, pour que le Mali avance, pour que la région avance, pour que la sécurité veuille dire quelque chose dans cette zone, il faut que la paix revienne au Mali. Pour que la paix revienne au Mali, il faut évidemment un dialogue concerté comme cela se fait. Il faut que définitivement l'armée malienne consacre son autorité sur l'ensemble du territoire malien et il faut donner une paix durable. Ça suppose un statut pour le nord du Mali, une espèce de régionalisation plus poussée, une fédération plus poussée. Je n'en sais rien. Les Maliens sont assez intelligents et géniaux pour trouver une solution appropriée à leur territoire. Ce n'est pas à moi de leur donner. Comment les autorités maliennes s'organisent pour reprendre en main ce territoire? On sait par exemple qu'à Kidal, un gouverneur n'a pas siégé depuis 2014, mais est revenu après justement cette trêve d'août 2017. Comment s'opère un petit peu? Vous savez, vous avez deux manières de le faire. Il n'y en a pas 10. Ou vous êtes capable de sortir les muscles, d'utiliser donc la force militaire pour imposer l'autorité de l'État. Ou alors vous vous dites, nous sommes dans un pays qui sort d'une guerre civile grave, nous n'allons pas en rajouter encore. Et donc on essaye de faire ça avec la négociation. C'est ce que le gouvernement malien privilégie et je pense qu'ils ont raison. Alors c'est long, parce que le temps des populations qui sont en attente, parce qu'elles veulent réintégrer leur territoire, parce qu'elles veulent avoir une vie normale, elles veulent scolariser leurs enfants, le temps peut paraître long pour elles. Et cela se comprend. Enfin, voyez-vous, la guerre et la paix, c'est à peu près comme un ascenseur. Vous faites la guerre en descendant l'ascenseur, vous faites la paix, vous le faites par l'escalier, donc c'est très long. Et donc malheureusement, le retour de la paix va être très très long, et le choix et l'option faite par le gouvernement malien, c'est là. Alors après, il faut un tout petit peu revenir en arrière parce que c'est un peu utile pour qu'on comprenne le mécanisme. Ce pays en 2013 était dans une guerre civile atroce. Il était sans gouvernement, sans autorité.
En 2 ans et demi, 3 ans, on a obtenu une situation nouvelle. On a désormais un gouvernement légitime, on peut le critiquer, ne pas l'aimer, mais enfin il est là. On a une armée qui se construit tout doucement, certes, et absolument pas au goût de beaucoup qui considèrent qu'on peut aller plus vite, mais enfin elle se construit quand même. Et le Mali, petit à petit, reprend son autorité, sa souveraineté sur les territoires qui lui appartiennent. Naturellement que cela va prendre encore un peu de temps. Mais tout ça se fait dans un mécanisme, dans un contexte régional compliqué, dans une zone qui est elle-même totalement insécurisée par la situation des pays autour, notamment la Libye, et donc le rapt, le terrorisme, l'insécurité. Mais enfin, ils sont vaillants et courageux, les Maliens, et salut encore pour le gouvernement malien qui est capable de tenir cette situation jusqu'ici. Alors, on va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de l'Africa Newsroom.